Bonjour et bienvenue à vous pour le webinaire concernant la saison des U15 2024-2025. Ce que je vous propose au sommaire, c'est d'aborder les compétitions et notamment le championnat foot à 11, d'aborder également très rapidement les détections, un point sur la formation des éducateurs et les différentes formations proposées au niveau de l'Indre-et-Loire, et enfin aborder le climat autour du match, ce qui me paraît important avant de lancer cette nouvelle saison. Concernant donc nos compétitions, trois phases, on peut dire, pour 2024-2025. Tout d'abord, le championnat est réservé aux joueurs nés en 2010 et 2011. Trois joueurs 2012 peuvent participer dans vos équipes. Il faut distinguer donc trois périodes. La première période, c'est la période pré-compétition. Ça avait lieu le 7 septembre. Donc, ce sont des rencontres organisées sous forme de triangulaire, notamment, voire sous forme de quadrangulaire, pour déterminer les équipes qui évolueront au brassage élite ou au brassage masse. Alors, je sais qu'il y a eu pas mal de retours par rapport notamment à la date choisie. Certains disent que c'est un petit peu trop tôt dans la saison. Mais bon, je pense que quand on a l'ambition de jouer dans les championnats élites, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, c'est quelque chose qui se prépare. Donc on peut penser que la reprise de l'entraînement se fait au moins la deuxième semaine, la deuxième quinzaine du mois d'août. On peut penser que les effectifs sont connus, que le suivi des joueurs est fait de manière régulière, que la prise de licence est anticipée, de manière à ne pas être pris au dépourvu lorsqu'arrivent ces triangulaires qui sont programmés bien souvent le premier week-end de septembre. Après, le premier week-end, il nous faut une quinzaine de jours pour l'établissement des calendriers, la gestion des litiges, comme c'est le cas notamment cette année. Et pour démarrer la saison, vers le 21 septembre, troisième week-end de septembre. Après, ça me paraît difficile de démarrer la saison plus tard, de démarrer fin septembre ou même début octobre, sachant que on favorise plutôt la pratique dans des périodes favorables. Et si on démarre trop tard la saison, on va beaucoup jouer sur des périodes où il y a quand même pas mal d'incertitudes, hein, sur les mois de novembre et décembre. Et ça laisse finalement après peu de dates de libre pour jouer les matchs en retard. Donc voilà, en ce qui concerne la période de pré-compétition, donc prenez l'habitude, hein, ce sera autour du premier week-end de septembre. Deuxième week-end de septembre, si on peut faire, mais franchement, moi, je n'y suis pas favorable. La première phase, ensuite, elle est organisée autour de deux niveaux de brassage. Le brassage élite, donc avec les deux poules de 8 équipes qui sont issues de la phase de pré-compétition, et les autres équipes qui sont reversées dans le brassage masse. Donc la première phase se déroule de septembre à décembre et à l'issue de cette phase, deux équipes du brassage élite accéderont au championnat U15 R2. Les autres équipes, c'est-à-dire de la deuxième place à la septième place, c'est-à-dire 12 équipes, seront réparties en deux poules de 6 équipes pour constituer la première division. Et les autres équipes, seront réparties en trois poules de 6 en deuxième division et 4 à 6 poules de 6 en troisième division. C'est-à-dire que la deuxième division sera constituée des deux dernières équipes du brassage élite, ainsi que de 16 équipes parmi les mieux classés du brassage masse. Voilà en ce qui concerne la compétition. Concernant donc les détections sont réservées aux joueurs nés en 2011, donc en ce qui concerne la tranche d'âge U14, avec pour objectif de rattraper un à deux joueurs pour le pôle espoir, si toutefois il reste des places disponibles. Ça a été le cas cette année, avec un joueur notamment du 37 qui a été récupéré et qui intègre le pôle espoir sur la dernière année.
Deuxième objectif, eh bien, c'est de former la détection départementale qui va participer à un interdistrict à la Toussaint pendant 2 jours, puis de former la sélection régionale qui, elle, participera au tournoi U14 de mer en avril 2025. Alors, les niveaux concernés pour cette détection, eh bien, ce sont nos trois clubs de U14 R1 et nos deux clubs de U14 R2, ainsi que les jeunes qui sont scolarisés à la section sportive du collège Corneille. Concernant la détection des joueurs nés en 2010, c'est-à-dire les U15, l'objectif est de former la sélection départementale, puis de former la sélection régionale. Alors la sélection régionale, elle sera composée de deux sélections. Il y aura la sélection, on va dire, classique, qui participera à un interligue, et puis une formation, on va dire, avec des profils à maturité tardive, c'est-à-dire des joueurs qui, au plan morphologique, ne seraient pas encore formés, mais montrerait de bonnes dispositions, notamment techniques ou tactiques. Donc il y a une sélection qui sera faite à partir de ces joueurs-là et qui effectuera une rencontre amicale contre une autre ligue. Voilà. Concernant l'interdistrict, il aura lieu à la Toussaint le jeudi 23 exactement, octobre. Les niveaux concernés, eh bien, le niveau U15 régional, avec là une seule équipe représentant le district d'Indre-et-Loire, et également la section du collège Corneille. Pas de sélection ouverte aux joueurs de niveau départemental, sauf signalé par l'éducateur pour faire participer un joueur qui viendrait d'arriver dans la région ou voilà, qui serait très bon depuis le début de la saison. Et dans ce cas-là, eh bien, il ne faut pas hésiter à me passer un petit coup de fil. La formation des éducateurs. Un petit rappel, depuis la saison dernière, deux parcours possibles, le parcours bénévole et le parcours professionnel. On s'arrêtera plus longuement sur le parcours bénévole. Simplement dire un mot sur le parcours professionnel. Eh bien, ça concerne notamment les deux diplômes phares de la Ligue du Centre, c'est-à-dire le BMF, brevet de moniteur de football, qui a lieu essentiellement maintenant avec des apprentis, avec des alternants qui sont sous contrat avec un club ou avec une structure, et qui est à destination de jeunes qui souhaitent s'orienter vers le métier d'éducateur. Et puis la deuxième formation, eh bien, c'est le brevet d'entraîneur de football, une session annuelle organisée par la Ligue du Centre pour des éducateurs qui eh bien, entraînent à un bon niveau avec des obligations pour les clubs. Concernant le parcours bénévole, ce qui nous intéresse le plus au plan départemental, il est scindé en trois parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle les attestations fédérales, avec un certain nombre d'attestations proposées sur le territoire régional. On verra tout à l'heure quelles sont les attestations fédérales qui sont proposées sur le territoire de l'Indre-et-Loire. Le deuxième diplôme, c'est le certificat fédéral d'initiateur, ce qu'on appelle plus communément le CFI, avec les CFI classiques, donc sur les seniors, sur les 14 U19, U10 U13 et U6 U9. Je ferai défiler tout à l'heure le calendrier départemental avec les lieux et les dates qui sont prévues cette saison. Et puis ce qu'on appelle des CFI de spécialité, qui sont organisés là plutôt sur le plan régional, notamment le beach soccer, même si sur le territoire régional, celui-ci on ne le fait pas. Le CFI gardien de but, le CFI préparateur physique et le CFI futsal, sachant qu'il existe aussi le CFI projet club. Et enfin, le diplôme fédéral, qui est le plus haut niveau de diplôme dans le parcours bénévole. Celui-ci n'a pas été mis en place encore sur le territoire de la Ligue du Centre. Il peut s'obtenir pour l'instant par le jeu des équivalences.
notamment les éducateurs qui sont titulaires d'un CFI ou anciennement d'un CFF. Là encore, pour ceux que ça intéresse, faut pas hésiter à nous contacter au district. On pourra vous orienter pour savoir quels droits vous avez, sachant que le tuilage, comme on l'appelle, eh bien, aura lieu jusqu'à la saison 2027. Au-delà de la saison 2027, il n'y aura plus d'équivalence possible. Et ceux qui voudront aller vers le diplôme fédéral, eh bien, il faudra suivre l'intégralité de la formation. Donc, trois diplômes fédéraux, responsable école de foot, coach jeune et coach senior. Le calendrier, voilà, donc les attestations fédérales organisées dans l'Indre-et-Loire sur la pratique féminine, sur le futsal et accompagnateur d'équipe. Le calendrier des formations sur le territoire de l'Indre-et-Loire. Je laisse un petit peu de temps pour que vous découvriez les différentes dates, les différents lieux, tout en sachant que l'intégralité de ce webinaire sera consultable en version PDF sur le site internet du district. Donc, vous pourrez bien évidemment enregistrer le document, imprimer le document et l'afficher également au sein de votre club pour inciter les éducateurs à venir en formation. Un mot autour du climat concernant la compétition. Bien évidemment, ça paraît important d'évoluer dans un climat sain, serein, propice au bien-être et à l'éducation de nos enfants. Et bien souvent, eh bien, voilà, les problèmes qui peuvent exister autour des terrains sont soit le fait de l'environnement, ou parfois, ça peut être aussi le fait d'un mauvais aménagement, d'une mauvaise structuration par rapport à l'accueil des équipes. Il y a sûrement deux, trois petites choses qu'on peut mettre en place pour, en tout cas, bien accueillir et faire en sorte que, eh bien, ça se passe du mieux possible sur le terrain. Par exemple, eh bien, l'aménagement de la zone technique, prévoir une zone technique pour que chacun puisse rester à sa place et pas déborder sur l'espace de l'adversaire. Soit ça peut être tracé, soit c'est délimité par des poubelles. On met un banc également à disposition pour le coach, pour les remplaçants, pour le dirigeant. Sachant que la présence des remplaçants, eh bien, elle est plutôt sur le banc. Elle peut être également à la touche, notamment sur les U13, mais également sur les U15. Faire en sorte que les remplaçants aient des chasubles, pour pas les confondre avec les joueurs qui sont sur le terrain, bien évidemment. Que ce soit pas non plus les parents qui viennent s'asseoir sur le banc de touche. C'est la place qui est réservée à l'éducateur, c'est la place qui est réservée aux remplaçants et c'est la place qui est réservée aux dirigeants, si tant est que vous en ayez un qui vous accompagne. Et les parents, leur place, eh bien, c'est derrière la main courante à encourager les joueurs. L'éducateur, bien évidemment, il a une part prépondérante concernant le climat de la rencontre. Tout d'abord, c'est par rapport à ses compétences. L'éducateur doit exister à travers ses compétences et ses compétences terrain. Bien évidemment, l'autorité qu'il a sur le groupe et les conseils qu'il va être en capacité de donner à ses joueurs pour les faire progresser et pour faire progresser son équipe avec des valeurs qui, bien évidemment, lui sont propres, mais sont propres également à son club. Le comportement attendu, eh bien, c'est évidemment qu'il montre du respect envers les autres acteurs du match, bien évidemment, envers ses joueurs, d'une part, et puis envers l'adversaire, envers l'arbitre également.
C'est de faire respecter également le cadre et les règles qu'il a déterminées avec ses joueurs. C'est de montrer du détachement aussi par rapport au contexte, à l'environnement, hein, relativiser certaines actions, relativiser le score final, et puis accepter l'erreur d'autrui. Parfois, on ne fait pas non plus les meilleurs choix sur la composition d'équipe ou sur ce qu'on propose à l'entraînement. Eh bien, il faut accepter que parfois, celui qui dirige la rencontre ne fait pas les bons choix également. Et puis, ceux qui jouent le match ne font pas les bons choix également. Ça fait partie de la fonction d'entraîneur, de la fonction de l'éducateur, d'accepter l'erreur. Et ça se passe du mieux possible sur le terrain. Les joueurs, bien évidemment, on leur demande à minima de connaître les lois du jeu et puis d'être capable de développer une certaine posture, une certaine attitude vis-à-vis de l'environnement et notamment d'être respectueux. Pour cela, eh bien, quelques moyens qui sont mis à la disposition d'éducateurs, eh bien, c'est parfois de mettre les joueurs en situation d'arbitrage, hein, lorsqu'on est à l'entraînement, voilà, notamment quand on a un groupe impair, plutôt que de mettre toujours un joker, eh bien, pourquoi pas mettre un joueur en situation d'arbitrage de temps en temps. Bien évidemment, c'est au club de fixer un cadre de fonctionnement et de le faire respecter, à responsabiliser les joueurs aussi sur différentes tâches. Je pense notamment à la mise en train, au coup de pied arrêté, leur donner vraiment une raison d'exister, de leur donner de la place dans le groupe, et puis développer des valeurs qui sont propres à l'éducateur et surtout des valeurs qui seront propres également à celles prônées par le club. Et développer des relations entre les différents acteurs du match, ça paraît essentiel pour que le match se déroule du mieux possible. Voilà, c'est les accueillir, c'est les mettre dans les meilleures conditions possibles, avec un vestiaire qui soit, dans la mesure du possible, propre. Voilà, les accompagner le temps où ils sont dans votre club, les mettre dans les meilleures conditions possibles aussi sur le terrain, terrain d'échauffement, leur laisser un espace, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à mettre en place. Bien évidemment, c'est respecter la mission et la place de chacun, pas empiéter sur le domaine des uns et des autres. Prendre du recul, je l'ai dit tout à l'heure, dédramatiser le résultat et prendre du plaisir par le jeu. Et puis s'épanouir dans sa fonction autour des valeurs du football et autour des valeurs du club. Et n'oublions pas que notre rôle, eh bien, c'est aussi de renforcer les dimensions sociales et éducatives de notre sport, hein, faire en sorte que bien que les joueurs soient bien, vivent bien ensemble, soient intégrés et prennent du plaisir dans la pratique du football. C'est là l'essentiel. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne saison 2024-2025. La prochaine réunion aura lieu en présentiel au mois de janvier pour les clubs qui participeront notamment au championnat Première Division. Bonne saison à tous et merci d'avoir suivi ce webinaire.